Donc, je crois avoir dit qu'en 2005, j'avais accepté la proposition qui m'avait été faite par les autorités du musée de rejoindre le musée du Quai Branly pour diriger le département de la recherche et de l'enseignement. Sachant que ce musée est fondé sur il y a deux grands départements, le département patrimoine et collection, les objets, et le département de la recherche et de l'enseignement. Et que cette structure correspond au fait que le musée est sous une double tutelle, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Culture. Ce musée, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire du musée du Quai Branly, elle est bien connue, mais évidemment il y a une histoire très mouvementée et heurtée dans la décision de création de ce musée par Jacques Chirac en l'occurrence, et qui s'inscrit dans la série des grands projets présidentiels français typiques. Et l'histoire proprement dite du projet et de ses rapports à la recherche et à l'enseignement a, comme vous le savez sans doute, toujours été un peu compliquée. Il y a eu plusieurs directeurs au moment du projet de préfiguration, notamment Maurice Godelier et par la suite Emmanuel Desvaux. Pour X raisons, les choses n'étaient pas nécessairement toujours très bien passées. Le musée lui-même, ne sachant pas trop quelle forme donner à la recherche et à l'enseignement, autre qu'il fallait la faire parce que double tutelle, parce que c'était l'école, parce que pour pacifier la communauté anthropologique scientifique en général, qui avait été un peu troublée évidemment par cette annexion de ces collections, des collections du musée de l'Homme par le musée Jacques Chirac, et l'idée que désormais elles allaient être sous l'emprise et sous le discours, le régime discursif des collectionneurs, des historiens d'art et pas du tout des ethnologues. Bref, histoire un peu compliquée quand je suis arrivée. Cela dit, c'est aussi un peu une des raisons qui ont fait que j'ai accepté de prendre ce poste. C'était intéressant. C'était intéressant de plusieurs points de vue. Et en plus, le fait est que en raison de cette histoire compliquée, j'avais beaucoup de latitude pour inventer des nouvelles formules d'articulation entre le musée, les communautés scientifiques, beaucoup de nouvelles formules de jeu, en somme, entre ce que pouvait être un musée et ce que pouvait être les institutions académiques, disons, de façon générale, et le grand public. Donc une triangulation qui pouvait être intéressante. Et j'avais des moyens considérables, quand même, sans commune mesure avec ce à quoi j'étais habituée dans le monde de la recherche. Et je bénéficiais du fait que, comme je l'ai dit, la direction du musée, Stéphane Martin lui-même, et le directeur du patrimoine et des collections, n'avaient pas une idée très claire de comment fonctionnait la recherche, de ce qu'ils pouvaient faire, de qui contacter, de comment faire. Bref. Donc, d'une certaine façon, c'était une situation idéale pour moi. Je pouvais donner libre cours à mon goût pour les montages et les bricolages institutionnels un peu créatifs,
parce que là j'avais vraiment une marge de manœuvre et des moyens, et je bénéficiais de l'ignorance de mes supérieurs. Du coup, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et ça m'a permis effectivement, je pense, d'inventer des formules et de mettre en place des formules de cohabitation, de collaboration relativement nouvelles et relativement intéressantes entre le musée et la communauté scientifique. Euh, Incontestablement, la feuille de route que m'a confiée le musée quand j'ai pris le poste était suffisamment vague, d'une certaine façon, pour me permettre de faire cela, et les moyens également suffisants pour que je puisse, d'une certaine façon, arriver avec une vraie offre devant le monde scientifique, et en particulier une offre de bourse, de forme de contact avec le grand public, sachant que quand même à l'époque, il faut bien se dire, ça continue à être le cas, la question de comment l'anthropologie peut s'adresser au grand public reste assez aiguë. Les livres d'anthropologie se vendent de moins en moins, l'exotisme est à la mode, mais l'ethnologie, plus grand monde ne s'y intéresse et surtout ne lit les ouvrages d'ethnologie. Donc du coup, la question de comment on peut transmettre un savoir anthropologique et des idées critiques anthropologiques au grand public, évidemment, est particulièrement importante, je crois, et le reste. Et un musée, pour ça, c'est un formidable médium. Donc du coup, ça aussi, c'était quelque chose sur lequel on pouvait évidemment créer des choses nouvelles et s'entendre. La question des bourses, évidemment. On sait bien que les bourses, surtout les bourses post-doc, sont un grand problème. En France, il y en a beaucoup trop peu. Et donc, qu'un musée, d'emblée, mette quand même plein d'argent sur la table en disant, voilà, on fait 8 bourses post-doc pour des résidences d'1 an internationales, etc. Du point de vue du musée, c'était intéressant pour développer un réseau, le plus vite possible, un réseau international pour donner du prestige et surtout, et de facto, pour se donner un réseau international de correspondance scientifique, d'une certaine façon. Puisque du coup ça nous mettait en relation avec des grandes universités étrangères, etc. Et effectivement, le musée a accueilli beaucoup de jeunes chercheurs étrangers très brillants qui venaient de toutes les grandes universités du monde entier. On a monté aussi une sorte un dispositif qui s'appelle un GDRI, groupe de recherche international, qui est une machinerie que le CNRS avait inventé, mais qui était très utile pour faire ces espèces de grands trucs très lourds, mais néanmoins qui permettaient de mobiliser beaucoup de grands partenaires étrangers. Ça aussi, ça a bien marché pendant pas mal d'années. Et donc, du coup, effectivement, ça a permis assez rapidement de doter le musée comment dirais-je, un accompagnement, une périphérie d'acteurs bien impliqués dans le musée, créatifs, producteurs de nouvelles choses, etc. Et de nouvelles formes de rapport au grand public, à la science, voire à la science aussi, parce que c'est aussi un peu un laboratoire expérimental pour toutes sortes de nouvelles pratiques scientifiques, en somme. Et moi, par ailleurs, j'ai adoré travailler avec les conservateurs, une race dont j'ignorais tout avant, et parmi lesquels je me suis fait beaucoup d'amis, qui sont restés très, très proches, qui étaient très éloignés
du monde de la recherche, surtout institutionnellement. Ça a été une de mes grandes batailles, que je n'ai d'ailleurs pas gagnée, disons-le d'emblée et tout net. Ils étaient trop loin du monde de la recherche et c'était très difficile de persuader le musée de leur donner suffisamment de temps et d'occasion de vraiment travailler à la recherche, de se lier plus au monde de la recherche, puisqu'ils étaient à plein temps dans le musée, et leur boulot, du point de vue du musée, c'était de gérer les collections, de les documenter, etc. Là, ça, c'est un peu la maladie de la formation des conservateurs en France, qui est une formation professionnelle très éloignée de celle de la recherche, qui est l'INP, l'Institut national du patrimoine, qui forme d'excellents gestionnaires de collections, mais pas des spécialistes particulièrement de telle ou telle région, ce qui est complètement différent de ce qui se passe dans la plupart des pays anglo-saxons, où les conservateurs sont des spécialistes de telle ou telle région, et souvent des grands chercheurs. Donc du coup, cette affaire-là, et c'était dans ma feuille de mission, c'était de réconcilier les chercheurs et les conservateurs. La réconciliation s'est faite, mais pas sur le plan institutionnel. Mais en même temps, j'aimais beaucoup voir leur travail, j'aimais beaucoup la manière dont eux-mêmes se rattachaient à leur collection, le type de relation qu'ils avaient à leurs objets, me touchait, m'intéressait beaucoup. Toute la machinerie du musée m'intéressait énormément. J'ai toujours beaucoup aimé les institutions, et celle-là était une sorte de condensé particulièrement intéressant, parce que c'est une grosse institution. En même temps, elle n'est pas gigantesque, elle est contrôlable intellectuellement, si j'ose dire. On peut apprendre assez vite à se familiariser avec tout ce qui marche dans le musée. Une chose qui m'avait beaucoup surprise et à laquelle j'étais pas du tout habituée dans le musée, c'est la hiérarchie. Le fonctionnement de la hiérarchie qui vient du monde de la culture et qui est très particulière, très différente de celle que je... La hiérarchie dans le monde de la recherche, elle est fondée sur la réputation scientifique, le travail, et elle est, comment dire, il y a une fiction d'égalité qui repose en réalité sur la distinction qui se fait progressivement entre les réputations, mais la tendance c'est toujours de minimiser la hiérarchie institutionnelle. Là, c'est exactement le contraire. La hiérarchie institutionnelle, elle est sans phare et elle s'impose à la limite brutalement s'il le faut. Et en plus, elle est calquée très clairement sur le gouvernement, sur le fonctionnement d'un gouvernement. Il y a un président qui a un chef de cabinet et quasiment des ministères. Et ça fonctionne comme il se doit par échange de Marocains noirs, donc les fameux dossiers qui montent, qui descendent, qui sont signés, qui sont, etc. Donc, une espèce de microcosme de la gouvernance à la française qui est très très drôle à observer, tout à fait fascinante. Et puis en plus, c'est quand même des gens extraordinairement intéressants, intelligents, brillants, etc. etc. Et le fonctionnement de la hiérarchie est tel que, comme je dirigeais le département de la recherche, donc fonction relativement haute, dans une place relativement haute dans la hiérarchie de l'institution, je voyais le tout, je voyais fonctionner le tout. Et j'avais accès à tout, en fait. C'était quand même absolument fascinant, vraiment marrant. Maintenant, c'était en plus un observatoire extraordinairement intéressant, un observatoire de ma société, puisque la manière dont les gens se rapportent, se relationnent, si j'ose dire, avec le musée était super intéressante.
C'est un très bon observatoire. Et, du coup, je me suis beaucoup intéressée au musée. J'allais beaucoup dans les rencontres entre muséographes pour voir un peu comment ça se passait ailleurs et ainsi de suite. Et la question du rôle des musées, du statut des musées m'a beaucoup intéressée. J'ai finalement pas mal écrit là-dessus aussi, sur la question, et notamment plus récemment sur la question de pourquoi les musées ne marchent pas en Amérique chez les Indiens d'Amazonie. Une, à leur grand désespoir, d'ailleurs, à celle des musées, j'entends. En fait, cette affaire-là est partie du fait que j'ai toujours été très déçue par les expositions sur l'Amazonie dans les musées, qui ne me paraissaient pas capables de donner vraiment une idée un peu claire des mondes amazoniens. Et du coup, je me suis interrogée pourquoi. Du coup, ça m'a amené à réfléchir sur l'histoire des musées, des rapports entre l'anthropologie et les musées, pourquoi l'anthropologie avait du mal à passer dans les musées récemment, puisque l'anthropologie a largement déserté les musées en réalité depuis quelque temps. Pourquoi, comment, et en particulier pourquoi, alors que les Indiens d'Amazonie sont très friands de technologies occidentales modernes, par exemple le film, s'y sont mis avec enthousiasme. Il y a quasiment une école maintenant de jeunes cinéastes amérindiens, amazoniens. Le digital, le numérique aussi, à des fins d'archivage. En revanche, les musées, ils en restent très méfiants, les intéressent pas beaucoup, et on a l'impression que pour eux, les musées sont utiles pour afficher le fait qu'on a une culture. Autrement, dans ce grand mouvement de patrimonialisation de la culture, servent à des fins politiques pour asseoir une revendication d'identité culturelle spécifique. Ça oui, mais sont très mauvais pour la transmission de la culture. Et ça, c'est quelque chose qui, quand même, les travaille beaucoup. Et les musées, estiment-ils, à juste titre, sont très mauvais pour ça. Donc, du coup, la question de pourquoi ils sont mauvais et pourquoi les Indiens trouvent qu'ils sont mauvais m'intéresse beaucoup. Et j'ai un papier qui va sortir là-dessus prochainement dans Petit Piti. Est-ce qu'il y a eu aussi des enjeux de restitution? La question de la restitution, évidemment, maintenant on travaille énormément les musées et commençaient déjà à les travailler à partir dès le début, d'une certaine façon. Et c'est une affaire qui s'est mal embringuée d'une certaine façon, notamment au musée du Quai Branly, en France en général, mais en particulier au musée du Quai Branly, parce que d'abord, il y a un terrible problème en France, c'est celui de l'inaliénabilité des collections nationales, qui fait que, en principe, il est impossible de restituer quoi que ce soit sans que l'objet soit déclassé par un acte du Parlement. Donc vous imaginez le BINS, officiellement, ça c'est la position officielle. Alors, l'inaliénabilité, ça a beaucoup d'avantages, ça évite que se passe ce qui s'est passé en Allemagne, c'est que beaucoup des collections, à une certaine époque, notamment dans les années 30-40, ont été vendues. Et même après. Mais ça a cet énorme désavantage qui, par exemple, juste pour vous donner une idée, quand il s'est agi de rendre à la demande de l'Afrique du Sud et de rien moins que Nelson Mandela, de restituer à l'Afrique du Sud les restes de Sarah Barty, la fameuse nommée Vénus Hottentote, il a fallu trouver un artifice juridique. C'est d'ailleurs un parlementaire français qui l'a trouvé, qui était du coup de faire intervenir la loi française qui interdit l'appropriation des restes humains.
Donc, comme il s'agissait de restes humains, même l'État ne pouvait pas s'approprier des restes humains. C'est cet artifice juridique qui a permis de déclasser les restes de Sarah Baartman et de les renvoyer pour être enterrés en Afrique du Sud. Un peu le même artifice a été utilisé lorsque le gouvernement de Nouvelle-Zélande, à la demande des Maoris, ou relayant la demande des Maoris, a demandé à ce que tous les crânes tatoués maoris qui existaient dans les musées français soient restitués à la Nouvelle-Zélande et aux Maoris. Là aussi, des artifices juridiques ont été trouvés, mais ça a évidemment des limites. Et quand Macron a fait son grand discours à Dakar en disant que bon, maintenant, ça suffisait comme ça, il était temps que le patrimoine africain retourne en Afrique. Ça s'est heurté à ces questions techniques, mais qui ne sont pas insolubles. Et un des reproches d'ailleurs que je ferai au musée du Quai Branly, c'est que on a beaucoup travaillé, moi j'aimais beaucoup travailler avec des juristes autour des questions du patrimoine, du droit du patrimoine et tout ça. Le musée du Quai Branly aurait pu prendre une position beaucoup plus forte et une position de tête dans l'invention ou dans la promotion de bricolage juridique qui aurait permis d'assouplir la loi sur l'inaliénabilité et surtout la possibilité d'introduire des propriétés multiples, des propriétés partagées. En France, on n'a pas beaucoup de possibilités, hormis le dépôt, mais après tout, les juristes trouvent toujours des solutions. Et trouvent toujours des solutions, notamment en passant par ce qu'on appelle le soft law. Par exemple, la restitution au musée Getty du fameux cratère grec qui avait été volé et que l'Italie a ensuite réclamé au Getty, a été rendu possible par la médiation du traité mondial du commerce, de l'Organisation mondiale du commerce, qui a trouvé un artifice juridique qui, que, quoi, que, etc., etc. Donc il y a toujours des moyens de trouver des solutions. Mais le Quai Branly, comme tous les musées français, c'est un peu crispé derrière. On ne touche pas inaliénabilité des collections et maintenant, évidemment, se trouve dans une position difficile. Alors que, et le fait est que restituer comme ça, c'est probablement, je conçois parfaitement que des pays africains en particulier aient absolument besoin de certains objets pour permettre à leur jeunesse, notamment à leur jeunesse, d'avoir des instruments qui leur permettent de réinventer une façon de se rattacher à la tradition, à l'histoire, etc., etc. C'est clair. Mais d'abord, l'idée qu'il faille du coup tout rendre, que c'est illégitime pour un musée occidental d'avoir du patrimoine d'une autre culture, ça, je pense qu'il y a des solutions beaucoup plus intelligentes que la restitution pure et simple. Des formes de négociation. En fait, il faudrait que les musées se rendent compte qu'elles sont désormais des lieux de diplomatie permanente autour des objets et que ça, c'est une ressource. Et que du coup, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes. Mais le problème, c'est que les conservateurs et les autorités de musées sont dressés à être des chiens bergers de collection et du coup deviennent assez vite un peu agressifs quand il s'agit de leur enlever leur os. Et les conservateurs sont très partagés sur cette question de la restitution. Et en plus, la restitution au nom de la réparation de l'humiliation et de l'oppression coloniale
me paraît pas une bonne façon de cadrer la chose. En fait, la restitution d'une partie du patrimoine, elle s'impose parce qu'on est assis sur 90% du patrimoine mondial. Il n'y a aucune raison que les pays occidentaux aient un tel monopole. Mais si on va dans la direction d'une restitution générale à chacun son truc, du coup, l'Occident est parfaitement fondé à dire vous voulez peut-être avoir la Mona Lisa ou tel tableau vous pouvez toujours vous brosser pour avoir chez vous un tableau de Léonard de Vinci. Ce qu'il faudrait évidemment, c'est que notre patrimoine circule urbi et orbi, de la même façon que le patrimoine africain puisse circuler en Amérique du Sud et ailleurs. Et il faut absolument trouver des solutions juridiques pour ça. Et les blocages, pour l'instant, ils sont évidemment politiques. Ils sont évidemment politiques. Je pense que la solution à la longue, et la seule, c'est que les grandes collections muséales deviennent des commons, deviennent des biens de l'humanité en général, sous un régime juridique de propriété commune de l'humanité, et que du coup les musées ne soient plus des propriétaires, mais simplement des gestionnaires temporaires de collections, à charge pour eux de les faire tourner.